Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition des Mardis de l'IRI. Je suis avec Hadjar Awarji, qui est directrice de la recherche à l'IRIS, et on va parler des réactions des pays arabes par rapport au conflit israélo-palestinien et au plan Trump. Alors, on entend souvent pourquoi les pays arabes ne font jamais pression sur les États-Unis. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Comment réagis-tu par rapport à cette affirmation? Alors, c'est vrai et c'est faux. En réalité, je pense que les États clés de la région ont réalisé qu'ils n'avaient pas vraiment, les moyens de faire pression sur les États-Unis, que tout était en réalité entre les mains du président Trump. Pour autant, ça ne signifie pas qu'ils, sont très actifs sur le plan diplomatique, et on dirait que ça porte ses fruits actuellement. Alors, est-ce que, on a eu un cessez-le-feu? Tout le monde s'en réjouit. Il y a encore beaucoup d'incertitudes sur le plan de paix. Est-ce que tu penses que ces pays vont faire pression pour qu'on aille plus loin? Ou se disent: «Bon, ben, voilà, on a obtenu le cessez-le-feu, tout rentre dans l'ordre, tout se calme et on peut passer à autre chose»? Alors effectivement, ce cessez-le-feu, il est vraiment très fragile pour plusieurs raisons. D'abord parce que, en dehors de la première phase, qui est en cours, les différentes étapes, qui vont succéder ne sont pas précises. Il y a énormément de flou et d'ambiguïté et là réside un véritable danger. Ensuite, hem, il me semble que le risque, qui pèse sur les Palestiniens de Gaza à partir de maintenant, ça va être, ce qu'il ne convient pas à proprement parler d'appeler une guerre civile, mais en tout cas, le risque, d'une flambée de violence intra-palestinienne. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'on l'a appris, dans la presse israélienne il y a quelques mois. Israël a financé et soutenu l'armée, des bandes armées, à Gaza, notamment celle de Yasser Abou Shabab, qui a, il y a quelques heures, assassiné un journaliste palestinien. Il y a aussi des clans, notamment le clan Dormash, que certains appellent les Sopranos de Gaza. Et de cela, on ne sait pas si le Hamas, sur cela, on ne sait pas si le Hamas pourra vraiment exercer une pression pour rendre les armes. Et le risque, c'est vraiment qu'on assiste à des conflits, intrapalestiniens à l'avenir, ce qui pourrait justifier du fait du coup que les Israéliens ne se retirent pas et que la force internationale de stabilisation dont on parle, s'inscrive dans la durée. Et ce qui est, mis en avant pour l'instant par le Hamas pour ne pas les armer également. Tout à fait et là, il pèse une réelle incertitude. C'est-à-dire que, jusque-là, le Hamas avait déclaré qu'il ne souhaitait pas, déposer les armes ou que s'il le faisait, il le ferait, auprès, d'une instance palestinienne, souveraine, et qui aurait, des compétences régaliennes. Évidemment, aujourd'hui, il y a énormément d'incertitudes sur cette question-là. On ne sait pas, dans quel cadre, les armes devront être déposées. Est-ce qu'il s'agira de les déposer, à Israël? Est-ce qu'il s'agira de les déposer sous la supervision d'un mécanisme international? Il y a énormément d'incertitudes. Mmh. Alors, comment expliquer on parle du monde arabe, mais en fait, il y a des mondes arabes et ils n'ont pas est-ce que tu peux classer un peu les différences d'attitude? Quelles sont les positions des uns et des autres par rapport à Israël et par rapport, à la cause palestinienne? Certains ont signé un paix avec Israël, d'autres non. Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus militants que d'autres, des pays qui sont plus indifférents? Est-ce que tu pourrais faire une catégorisation des pays arabes face au conflit israélo-palestinien? Merci. Il y a plusieurs éléments de réponse, mais j'aimerais quand même revenir sur le plan de Trump et au moment de son Oui. annonce, il y a eu quelques prises de parole qui se sont, produites et sur lesquelles il est intéressant de revenir. Le 29 septembre, Trump, la Maison Blanche diffuse, ce nouveau plan qui nous est présenté comme le plan du siècle qui va apporter la paix éternelle. Et dans la foulée, quelques heures plus tard, un certain nombre d'États, publient un communiqué conjoint, donc les ministres des Affaires étrangères de 8 États, Égypte, Arabie Saoudite, Émirats arabes unis, Qatar, Jordanie pour les États arabes, Indonésie, Pakistan, Turquie pour les États du Moyen-Orient élargi. Pourquoi est-ce que ces États, heu, les ministres des Affaires étrangères de ces États, pardon, publient ce communiqué? Parce que ce sont les États qui ont participé le 23 septembre à une réunion avec Trump. La Maison Blanche avait à l'époque parlé d'une réunion, entre Trump et des États à majorité musulmane. Il y avait un vrai souhait de la part du président Trump d'avoir un peu, l'aval de ces pays-là pour présenter son plan comme faisant, l'unanimité et remportant l'adhésion de la plupart des pays arabo-musulmans. Et que nous dit, cette déclaration, commune? D'abord, elle insiste fortement sur, les efforts, louables du président Trump. Il parle de son leadership qui va apporter la paix. Donc on rappelle, hein, on est dans la séquence juste avant l'attribution du prix Nobel et ça a joué. Mais Mmh. surtout, à la fin de cette, déclaration commune, il y a toute une partie qui insiste sur la nécessité de créer un État palestinien
conforme au droit international qui intègre la Cisjordanie et Gaza. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce qu'au moment où ils ont été reçus par Trump, il semblerait que le plan qui leur a été présenté différait largement. Le ministre des Affaires étrangères du Pakistan s'en est indigné. Il a déclaré qu'il avait été trahi. Les sources diplomatiques arabes rapportent qu'effectivement, il y a eu des amendements, mais qui sont mineurs. Selon les sources qui ont parlé, notamment à la presse arabe, sur quoi portent ces amendements? D'abord, sur le fait qu'on ne se concentre plus que sur Gaza, on n'évoque plus la Cisjordanie. Ensuite, sur le fait qu'initialement aurait été prévu un retrait intégral des forces israéliennes. Là, on parle d'une ligne convenue. Le fait également, la question du désarmement du Hamas, puisqu'il semblerait qu'il y ait eu une modification dans la terminologie. Initialement, c'était les infrastructures militaires qui étaient très clairement listées. On ne parle plus que d'infrastructures offensantes. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une infrastructure offensante. Et enfin, avec beaucoup de prudence, il était question de formaliser des excuses à destination du Qatar. Ce qui a été fait. Pas dans le plan Trump en tant que tel, en tout cas. Donc tout ça, évidemment, faut faire preuve de prudence. Et on comprend que ces différents ministres des Affaires étrangères de la région aient souhaité formuler un communiqué, d'une part, qui est destiné à leurs opinions publiques respectives, parce que même si elles sont muselées, malgré tout, voilà, elles suivent le dossier de manière très, très attentive. Et d'autre part, pour montrer qu'elles n'ont pas complètement avalisé le plan. Alors, s'agissant maintenant des lignes de clivage Voilà. entre les différents États de la région, en fait, c'est une question à laquelle il n'est pas vraiment facile de répondre parce qu'il y a quelques Il y a années... des grands blocs, quand même. Il y a des grands blocs. Il y a quelques années, la ligne de fracture, elle était assez claire. On avait d'un côté l'axe de la résistance, qu'autrefois certains appelaient le croissant chiite, avec l'Iran et ses proxys, donc le Hezbollah, la Syrie de Bachar el-Assad, les Houthis du Yémen. Aujourd'hui, on voit bien que depuis 2023, l'Iran a été frappé et amoindri, ses capacités ont été amoindries. Le Hezbollah a été la cible de plusieurs attaques. L'attaque des Beepers en septembre 2024, puis ensuite l'assassinat de Saïd Hassan Nasrallah. Bachar el-Assad a quitté la Syrie, et d'ailleurs il vient de réchapper à une tentative d'empoisonnement à Moscou, et son successeur autodésigné a tout de suite annoncé que Israël n'était pas son ennemi. Et quant aux Houthis, fin août dernier, on a assisté à Sanaa à un bombardement qui a ôté la vie de 12 ministres, dont le Premier ministre et le ministre de la Défense. Donc on voit bien que ce texte-là, aujourd'hui, il est affaibli, voire complètement laminé. Reste un autre groupe d'États qui constitue... Non, mais la Tunisie et l'Algérie n'ont pas la même position que l'Arabie Saoudite là-dessus. Effectivement, ils n'ont pas... Quelles sont les grandes problématiques? Alors, ils n'ont pas non plus les mêmes moyens d'action. Pour parler de l'Algérie, par exemple, c'est sûr qu'elle est beaucoup moins consultée et sollicitée par les États-Unis, puis elle n'a pas signé de traité de paix avec Israël. En revanche, elle a maximisé son rôle en tant que non membre du Conseil de sécurité de l'ONU, puisqu'elle l'est jusqu'au 31 décembre prochain. Et dans ce cadre-là, l'ambassadeur Ammar Benjamara a vraiment eu un rôle de tribun, a admonesté l'ambassadeur israélien à plusieurs reprises. Alors on pourrait dire que c'est de l'ordre du symbolique, mais dans une période où le silence était quand même assourdissant, ça compte quand même. Voilà. Et donc pour moi, le ventre mou et les autres États vraiment qui sont actifs, qui négocient et qui œuvrent sur le plan diplomatique, ce sont les États qui se sont engagés dans une voie de normalisation avec Israël. L'Égypte en 1979, la Jordanie en 1994, ceux qui ont signé les accords d'Abraham ou qui étaient en voie de le faire. Et par ailleurs, il semblerait, c'est mon interprétation, mais il semblerait que le Liban et la Syrie vont prochainement rejoindre cet axe-là, si on en croit le discours de Macron de jeudi dernier. Voilà pour les grandes lignes. Au-delà de cette ligne-là, il y a évidemment des États qui ne s'activent pas sur ce dossier, soit par manque de volonté, soit par manque de moyens, soit par manque de crédit et de légitimité. Merci Adjar pour ce tour d'horizon de la position des pays arabes par rapport au plan Trump et par rapport au conflit israélo-palestinien. Merci.